Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Kamala Harris joue à Justin Trudeau. Vous vous rappelez Justin Trudeau? The budget will balance itself. Ben, avec Kamala Harris, quand on lui demande comment elle va financer son plan économique, ben, elle nous répond que grâce au retour sur l'investissement, le budget va s'équilibrer tout seul, elle aussi. Écoute, On l'attendait, là. On l'attendait, le plan économique de Kamala Harris. ben, en fait, on attendait des idées, point barre. Tu sais, parce que là, puis je regardais les graphiques. Faudrait que je ressorte ça. C'est les graphiques d'agrégat de sondage où tu vois les. Ah oui, je l'ai ici. Ça, je veux dire, c'est sidérant de voir ça. Quand on parle de manipulation médiatique et de fabrication de narratifs, là, ça, J'entendais le gars de Rasmussen aux États-Unis qui disait que les National Polls n'avaient plus beaucoup depuis un certain temps. Tout ce qu'il y avait, c'était certains petits sondages qui étaient dévoilés, mais on ne voyait plus des grands National Polls qu'on voyait, mettons, au mois de mars ou au mois d'avril. Depuis que Kamala Harris est rentrée, on en voyait de moins en moins. On ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. non, c'est ça. Mais regardez ce graphique-là. C'est C'est fou, là. C'est fou, raide, comment on assiste à une forme de manipulation débile. Ça, c'est le graphique qui monte à l'écran et qui pose c'est dans les sondages, je pose la question aux gens, c'est posé de différentes manières, le taux d'approbation, mais en gros, ça cumule les données sur est-ce que les Américains ont une opinion favorable ou défavorable de Kamala Harris. Et ça, c'est l'élection ici de la prise dans le fond, la prise de pouvoir de Biden, le moment où il rentre en poste, son assermentation, elle est à 48 favorable à ce moment-là. Tu sais, donc, il y a toujours des indécis. Là, fait que c'est pour ça qu'il n'y a personne qui n'est jamais vraiment au-dessus de 50 là-dedans. Là. Donc, elle est à 48 et à un moment donné, quelque part ici, là, en juillet, ça prend quelques mois, on arrive au point d'inflexion où on part de l'autre bord et ça fait que descendre. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Là, maintenant, on est rendu à 37. Là. D'où les publications qu'on avait où on disait c'est une des vice-présidentes, le vice-président le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis. Ça descend. Oh, puis il y a des petites Dans un remontées. rôle où tu n'as quasiment rien à faire. Là. Oui, elle n'avait rien à foutre. Regarde, là, on est à 36. Là. Et ça descend, ça descend. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? 36, 36, 40, 42, 43, 44, 44. Oups, puis là, les derniers chiffres qu'on a, là, parce que ça n'a pas été mis à jour depuis le 11 août, les deux lignes se sont recroisées de même. Regardez ici, là, c'est de la pure folie. Là. Ça, c'est out of thin air. Là. La fille prend comme 10% d'appréciation dans l'opinion publique over fucking night pour aucune raison. Ah, c'est fucké, man. C'est Il n'y a pas eu de. C'est la même personne qui était là. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé de couleur de cheveux. Tout est pareil. Elle n'a pas proposé d'idées. Elle n'a pas fait de conférence de presse importante. Elle n'a pas fait de débat. Ben alors, elle présentait des idées finalement. Là, le plan économique est comme sorti. Puis je veux dire, c'est gênant le plan économique. Là. C'est vraiment gênant. Là. parce que si c'était un truc qui, comment je pourrais dire ça, organique, là, qui dénote vraiment que c'est une personnalité aimée des Américains, puis que c'est quelqu'un qui. Ça serait graduel. Ben, on l'aurait vu graduel et surtout, il t'aurait pas un pic de même dans le graphique à un moment donné qui sort de nulle part. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne dans l'opinion publique, c'est comme les gens détestaient. Si tu as le même graphique pour Donald Trump, là, tu vois à peine l'effet d'une tentative d'assassinat dans l'opinion publique. C'est fucké, ça. Puis elle, c'est comme Biden drop, est assermentée. Mais elle a été pompée par les médias. C'est pour ça que je te dis que ce qu'on voit là-dedans, là, c'était l'image d'une fabrication médiatique
médiatico-politique par l'establishment démocrate et c'est leurs alliés des médias. Et c'est fou la puissance que ces gens-là ont. Là. Faut le réaliser. Puis, je veux dire, je veux rien y enlever comme personne. Là. C'est bien beau à la bien fine, barricade, puis tout ça. Là. Mais il n'y a pas un humain sur Terre qui réussit à faire infléchir ces tendances-là sans un énorme système de propagande à son service. Là. Est-ce que vous réalisez ça? Justin Trudeau, demain matin, là, c'est comme si tu avais Chrystia Freeland. Tous les sondages montrent que personne ne l'aime. Puis, qu'il y a des taux d'approbation dans la poubelle. Trudeau s'en va. Puis du jour au lendemain, elle devient Margaret Thatcher. Là, tu dis, ton exemple est bon parce que, quand tu regardes ça, tu te dis, les libéraux, s'ils pensent qu'il y a vraiment possibilité de faire ça au Canada, donc si c'est possible, tu te dis, pourquoi ils conservent Trudeau? En même temps, peut-être que le plan, ça va être de flusher Trudeau un peu comme Kamala, Biden plutôt, mais genre pas pour sa chefferie. 3 ou 4 mois juste avant l'élection. Il pense. Mais tu sais, moi, je suis un stratège libéral, là, puis mon pantin préféré, qui est Justin Trudeau, il ne fonctionne plus. Là. La batterie est morte. Là, il n'y a plus de jus à tirer de ce pantin-là. Mais là, tu te dis, attends un peu, là, si, mettons, on remplace le pantin, on est-tu capable de se donner une go? Puis, crime, j'y penserais. Mais mettons, tu remplaces Trudeau là, parce que tu es capable de déclencher l'élection quand même, vraiment quand tu veux, là, quand tu es au gouvernement. Tu remplaces Trudeau drette là, tu mets Freeland à sa place, tu fais l'opération pompage, déclenche l'élection, bing bang, les élections au Canada, c'est vite, là, c'est 33 jours. Là. Ouais. Bing bang, tu viens de te sécuriser un 4 ans majoritaire. Là. Mais ça prend quand même, dans ce genre d'opération-là, ça prend quand même un peu de poudre de perlimpinpin. Ça prend, il faut que, comment je pourrais dire ça, il faut que tu saupoudres sur le truc, il faut que tu réussisses à faire du, c'est peut-être pas fin, là, mais c'est un genre de blackwashing, en fait. Là. Il faut que tu, comment je dirais ça, ça te prend des ingrédients que Freeland n'a pas dans son arsenal. Tu comprends? Donc, il faudrait que ce soit... Mais tu as quand même pris quelqu'un de très impopulaire pour le rendre populaire. Je comprends qu'elle coche des cases DI. Là. Oui, mais elle les cochait avant, c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est les mêmes qui est fou. Là. C'est les mêmes cases avant. Là. Elle est... elle n'est pas devenue noire il y a 2 semaines. Là. Ni Indian American non plus. Non, c'est fucké. Non, regarde... J'ai la clip de son explication d'une des rares fois qu'elle répond à une question d'un journaliste. Là. Écoutez ça, là, puis ça vous rappelle pas Trudeau, vous allez capoter. Là. Le lien à faire avec Trudeau est direct. Là. Can you explain how you're going to pay for those, and can you give us a sense of what other policies you want to unveil going forward? Sure. Well, I mean, you just look at it in terms of what we are talking about, for example, around children. And the child tax credit and extending the EITC. It's at $6,000 for the first year of a child's life. The return on that investment in terms of what that will do and what... Grosso modo, dans leur plan économique, veulent donner des chèques aux familles là, pour la première année d'un enfant. Là, en gros, là, ça a été fait avec Trudeau, ça. Là. Puis ça va donner un retour sur l'investissement. Parce que c'est de l'investissement, ça, quand tu donnes des chèques aux familles. Quand tu essaies d'acheter des votes avec des chèques, là, c'est de l'investissement. What it will pay for will be tremendous. We've seen it when we did it in the first year of our administration. We reduced child poverty by over 50%. So that's a lot of the work. And then what we're doing in terms of the tax credits, we know that there's a great return on that investment. And when we Ils donnent des crédits de taxes, puis ça, il y a un gros retour sur l'investissement quand tu donnes des crédits de taxes aussi. Hey, mais la stat qui a droppé au passage, là, on a réduit la pauvreté de 50% depuis qu'on est élu. C'est ce qu'elle raconte là, elle. Le top poverty. Top poverty. Oh oui, la pauvreté extrême, là, on pourrait dire, a été réduite de 50% aux États-Unis depuis Biden. Ah ouais. We increase home ownership in America. What that means in terms of increasing the tax base, not to mention property tax base, what that does to fund schools. Again, return on investment. Fait que le fait qu'il va y avoir plus de maisons grâce à leur plan, là, parce que dans leur plan, je pense une des choses qui n'est pas si pire, c'est qu'ils veulent déréglementer pour que ce soit plus facile
construire des maisons. Quand Poilievre le dit, c'est de la merde, mais quand elle le dit, c'est correct. Mhm. Ben ça va augmenter la tax base. Donc, la base de taxation pour les municipalités, les écoles, et ainsi de suite, qui vont pouvoir taxer plus pour financer l'éducation. Donc, c'est un retour sur l'investissement, ça aussi. I think it's a mistake for any person who talks about public policy to not critically evaluate how you measure the return on investment. When you are strengthening neighborhoods, strengthening communities, and in particular the economy of those communities, and investing in a broad-based economy, everybody benefits and it pays for itself. It It pays pay for itself. itself. OK. Justin Trudeau, 2024, version Kamala Harris. Ben oui. It pay for Pays for itself. itself. Ben oui, tout le monde croit ça, tout le monde a compris. On se l'est fait faire au Canada, il y a 10 ans. Oui. Et là, l'autre idée, c'est la fixation des prix, Yann. Ça, quelle bonne Price idée. gouging. Ah ouais, ça, mon Dieu, mais quelle bonne idée. Personne n'a jamais pensé à ça dans l'histoire. Donc, ça va comme suit. I will work to pass the first ever federal ban on price gauging on food. My plan will include new penalties for opportunistic companies that exploit crises and break the rules. I will Fait que grosso modo, c'est la niaiserie de la greedflation. Là. Ben oui, puis ce qu'on a à comprendre aussi, c'est ce qu'ils appellent le price gouging ou gauging ou peu importe. Là. C'est le principe qu'ils ont, là, c'est quand ils arrivent et qu'ils disent, par exemple, il y a un ouragan qui s'en vient. Mhm. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un ouragan? Ben, les gens se garochent dans les épiceries, les dépanneurs, tous les endroits pour aller chercher des supplies. Donc, de l'eau, par exemple, en bouteille, des trucs comme ça. Donc, ils vont aller faire un stack-up de choses pour survivre, autrement dit, à une catastrophe. Puis, apparemment, ce serait arrivé à certains endroits, par exemple, ou tout ça, quand ça l'arrive, ben, il y en a qui augmentent les prix. Il y en a qui augmentent les prix parce que il y a une forte demande. Donc, tu te dis, crime, le prix, je peux charger plus cher, puis ils vont l'acheter pareil. Mhm. Puis ça, c'est vu comme étant extrêmement malhonnête. C'est un feature qui est intégré à même l'application Uber qui remplace les Ben oui. taxis. Là. Pas Uber Eats, là, mais à un moment donné, tu as un gros événement sportif, les gens sortent, tout le monde veut avoir des Uber en même temps, il n'y a pas assez de chauffeurs pour tout le monde. Fait que naturellement, le prix fait x2, x3 pour tasser, pour que des gens disent finalement, on va prendre le métro, finalement, je vais rentrer à pied. Là, Ben, c'est que tu utilises un mécanisme de prix, Yann, mais ça fait exactement la même fonction que les épiceries quand ils mettent des trucs en solde, puis t'arrives, puis c'est écrit limite de 3 par client. Exact. C'est le même concept. C'est que pourquoi ils font ça? C'est pour éviter qu'une personne arrive, vide le truc au complet. Ben, comme ce qu'on a vu avec les fous qui achetaient du papier de toilette. Là. Ah oui. S'il y avait eu un mécanisme de prix, ben ça ne serait pas arrivé, ce truc-là, parce que maintenant, personne arrive et achète 800$ un truc de rouleau de papier de toilette, tu comprends? Là? Non, exactement. En économie, le prix, la variable, c'est comme si les gens de gauche s'imaginent que les prix sont fixés puis que le but est d'exploiter quelqu'un. Ce qui arrive en économie, c'est assez simple. C'est l'offre et la demande bougent chacun en fonction de leurs propres paramètres. Généralement, l'offre, elle ne bouge pas très rapidement. Là, tu ne peux pas du jour au lendemain stacker de l'eau en bouteille très rapidement dans une épicerie, par exemple. Ça prend quelques jours de délai pour être capable de suffire à une demande. Et une demande peut arriver du jour au lendemain à un moment très précis, extrêmement rapidement. Fait que la seule chose que tu peux faire pour rematcher l'offre et la demande, c'est que le prix fluctue. Les gens oublient par contre que le prix peut avoir plusieurs composantes. Le prix, ça peut être le montant d'argent que tu débourses, mais ça peut être aussi la création d'une file d'attente et la frustration de ne pas être capable de te procurer le bien. Fait que si tu empêches, c'est très mal vu, là, les commerçants qui vont hausser le prix des bouteilles d'eau, par exemple, quand il y a un ouragan qui s'en vient. Mais si tu dis, OK, je ne le ferai pas, je vais laisser les gens en acheter comme qu'ils veulent au prix normal parce que je ne veux pas avoir mauvaise réputation, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu crées quand même
l'écart entre l'offre et la demande, elle ne disparaît pas demain matin. Donc, tu crées simplement une rareté. Puis, si tu veux m'amener, ben, tu te fais vider ton magasin, tu n'as plus rien. Puis là, tu as une frustration parce que les gens, ils ne sont pas Ouais, capables c'est d'en ça. acheter. Tu sais. Fait que peu importe ce que tu fais, c'est soit que si tu ne le paies pas en argent, tu vas le payer en temps ou avec un mauvais service. Mais peu importe. Mais éventuellement, la seule chose qui peut fluctuer, c'est le prix. Donc, si le gouvernement arrive pour dire on va puis là, tout le thinking derrière ça, là, c'est avec des événements catastrophiques hyper particuliers. Kamala Harris, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se sert de ce thinking-là, qui est une gestion d'exception, grosso modo, dans l'économie. Puis elle applique ça à la pandémie en disant, by the way, elle était au pouvoir pendant ce temps-là avec Biden. Ça, les gens semblent oublier, mais c'était pas mal eux autres qui étaient au pouvoir pendant ces années-là d'inflation, de forte inflation. Ils sont encore là en passant aussi. Là, tu sais. Ben, Elle a des. Ça me fait rire, ces gens-là. Ils ont plein d'idées sur qu'est-ce qu'ils vont faire un coup élus, mais ils sont déjà élus. Ils sont déjà là. Tu sais. Et Puis c'est toi qui es là. elle explique dans le fond qu'il y a eu des problèmes avec la supply chain, donc du côté de l'offre, ce qui est vrai. Là, tu sais, on a les chaînes d'approvisionnement ont été déstabilisées suffisamment pour créer une rareté. Donc, la demande, elle, qui est constante ou qui augmente peut-être légèrement ou peu importe, fait en sorte qu'il y a une déstabilisation. Donc, la chose qui a bougé, c'est le prix, parce que la théorie économique nous dit que c'est ça qui va arriver. Fait qu'on a vu des augmentations, par exemple, au niveau de la viande de 50 ou des augmentations au niveau de denrées alimentaires au-dessus de 50 Puis là, dans son complot, elle, ce qu'elle dit, c'est que d'un coup, ça, c'est arrivé, puis que les chaînes d'approvisionnement ont repris la normale. Les prix n'ont jamais baissé. Fait qu'ils ils ont fait exprès pour garder les prix élevés à ce moment-là, puis s'en mettre plein les poches. Ça, c'est le bout de l'affaire qui n'est pas vrai. C'est jamais arrivé, ça. Là. La raison pourquoi les prix sont restés hauts et qu'il n'y a pas eu de déflation par après, c'est qu'il y a eu un money printing incroyable au niveau gouvernemental. Il y a eu des dépenses incroyables au niveau gouvernemental qui a amené une inflation généralisée dans tous les secteurs. Tu sais, je veux dire, les marges bénéficiaires des épiceries, là, ils ne sont pas passés de 2 ou 3 à peu près à 15 du jour au lendemain. Là. Ben non, ben non. Ils sont restés dans l'ordre de 2 à 4 là. Une épicerie, c'est comme ça que ça fait des profits. Oui. C'est beaucoup de volume avec une marge de profit entre 2 et 4 Ça a toujours Ben, été ça, ça va toujours être ça, les épiceries. il y a un super trend là-dessus que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Ça a été partagé par. Ça a été partagé par Elon Musk, entre autres, mais c'est Robert Sterling. Donc, ça dit sa définition CFO, investor, bon, former, peu importe, là, c'est pas de temps important là, ce qu'il dit, là, mais je vais vous lire son truc très rapidement parce que c'est vraiment intéressant. Pas besoin de le mettre à l'écran, là, c'est juste du texte. Là. Donc, je vais le mettre en français pour les besoins de la lecture. Là, il dit les gens doivent arrêter de réagir de manière excessive au plan de Kamala visant à réduire l'inflation alimentaire, comme si cela allait conduire au communisme ou à la famine. J'ai travaillé dans le domaine des fusions et acquisitions dans l'industrie agroalimentaire. Voici un résumé étape par étape de ce qui pourrait se passer réellement. 1. Le gouvernement annonce que les détaillants en alimentation ne sont pas autorisés à augmenter les prix. 2. Les épiceries qui fonctionnent avec des marges nettes de 1 à 2 ne peuvent pas survivre si leurs fournisseurs augmentent leurs prix. Le gouvernement annoncera donc que les producteurs alimentaires, Kraft, Heinz, Conagra, Tyson, Hormel, etc., ne sont pas non plus autorisés à augmenter leurs prix. Les épiceries ne sont pas toutes égales. Point numéro 3. Les magasins des quartiers défavorisés gagnent moins d'argent que ceux des quartiers plus aisés, car les premiers vendent de manière disproportionnée des aliments préemballés à faible marge, au lieu de produits frais à marge plus élevée comme la viande. Comme les magasins des quartiers défavorisés ne sont pas en mesure de couvrir leurs frais généraux, rappelez-vous, même si leurs coûts du gros sont fixes, leurs frais de main-d'œuvre, de services publics, d'assurance et autres frais d'exploitation ne sont pas encore fixes. Les chaînes d'épicerie commencent à les fermer. Les déserts alimentaires dans les zones rurales et les zones urbaines à faible revenu s'aggravent. Point 4. Parallèlement, les marges des producteurs alimentaires s'érodent rapidement. Leurs coûts primaires, ingrédients, énergie, main-d'œuvre, ne sont pas fixes et leurs marges brutes en baisse laissent moins de liquidités disponibles pour couvrir les frais généraux, entretenir les installations et réinvestir dans les capacités de production supplémentaires. 5. Les chaînes de supermarchés qui ont un espace limité dans leurs rayons commencent à réaménager leurs magasins pour vendre davantage d'articles à prix non contrôlés et des produits alimentaires à prix moins contrôlés.
6. Les producteurs alimentaires cessent de fabriquer des produits à faible marge. Les chaînes d'épicerie commencent à se faire concurrence pour sécuriser leur stock. Comme elles ne peuvent pas rivaliser en offrant des prix plus élevés, rappelez-vous qu'ils ne sont pas autorisés à le faire, elles se font concurrence sur des aspects tels que les conditions de paiement. 7. Les petites chaînes d'épicerie commencent à fermer complètement ou sont vendues à de plus grandes chaînes comme Kroger. En plus de ne pas être en plus de ne pas être en mesure de couvrir les coûts fixes, l'une des principales raisons de cette situation est qu'ils ne peuvent plus garantir de manière fiable la livraison des produits, car les producteurs donnent la priorité aux ventes aux plus gros clients, qui sont en mesure de tirer parti de leur bilan plus solide pour offrir des conditions de paiement plus avantageuses. Ah, puis même, je rajouterais le producteur américain qui est plus capable de vendre à un prix intéressant aux États-Unis, mais qui a le droit de le vendre au Mexique ou au Canada à un prix Ben oui, plus intéressant. Il va le vendre là. ben Il va le oui. vendre là. On arrive vers la fin. À mesure que les chaînes d'approvisionnement se dégradent, des files d'attente commencent à se former devant les épiceries chaque matin. Les villes assignent des policiers pour patrouiller dans les parkings des magasins. Des producteurs alimentaires élaborent des plans d'urgence pour assigner des escortes aux camions de livraison. 10. Le gouvernement fédéral annonce un programme de subvention globale pour permettre aux États d'acheter et d'exploiter les épiceries fermées. 11. Le gouvernement annonce que les prix de tous les principaux produits alimentaires, maïs, blé, détail, énergie, sont désormais fixés afin d'empêcher les profiteurs de l'industrie alimentaire d'exploiter. 12. De manière choquante, le gouvernement peine à gérer l'un des secteurs les plus complexes de la planète. La chaîne d'approvisionnement alimentaire dans son ensemble commence à imploser. 13. Le communisme, la famine et la fin de l'Amérique s'en suivent rapidement. Hey, wait a minute. En disant, au début, il disait arrêtez de capoter. C'est juste ça. C'est une version un peu longue et semi-humoristique de ce que tu avais écrit toi-même en Ah disant ouais. ah, c'est juste telle affaire. Je suis plus capable de ça. Et Parce là, que c'est tout le temps ça. Je veux dire, les politiciens de gauche sont sournois. Tu sais, je veux dire, au plus profond d'eux-mêmes, il y a un fond de communisme en dedans d'eux, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas l'implanter one shot. Fait que c'est tout plein de petites mesurettes. Tu sais, si tu analyses juste le price gouging, la mesure qu'ils vont faire, tout ça, ça va être probablement très inoffensif. ouais, mais Mais si tu si mets tu le doigt dans le moulin à viande, c'est ça Mais c'est l'affaire. ça. Mais ça commence avec ça, puis après ça, puis après. Pensez-vous vraiment qu'un fond a la capacité de déterminer c'est quoi le bon prix du lait qu'on devrait vendre? Oh, wait a minute. Non, c'est ça. Ah, c'est ce qu'on fait au Justement, Canada. on voit l'effet que ça a aussi. Là. Ah oui. Financial Times, les démocrates sur la défensive après le mauvais accueil du plan économique de Kamala Harris. Et là, on dit que c'est un dossier qui est dangereux pour les démocrates parce que malgré le fait que Harris soit bien positionné dans les sondages, Les Américains n'aiment pas whatever ça. the Là. fuck why, ben, c'est quand même les républicains qui sont très en avance sur ces questions économiques-là. Quand tu demandes aux gens qui tu penses qui est le mieux en poste pour tout ça. Là. Fait que, tu sais, c'est... Kenneth Rogoff, professeur d'économie à Harvard, a déclaré à CNN qu'il ne pensait pas que les prix abusifs des entreprises avaient grand-chose à voir avec l'inflation. J'espère qu'elle reviendra sur celle-ci. Elle avait de bonnes idées, des idées mitigées. Ça, c'était une idée horrible, a-t-il déclaré. Au moins, tu sais, puis ça, c'est même un peu plus à gauche. Là. Les réactions à gauche sont pas si bonnes que ça aux Ah non, elles ne sont États-Unis. pas si bonnes que ça. C'est là que tu te rends compte que la base pédagogique économique aux États-Unis est quand même plus solide qu'au Canada. Parce que nous autres, on l'a eu, ce débat-là, puis c'était pas chic. Là. Quand le NPD est arrivé, puis on a pogné les dirigeants d'épicerie, puis on les a amenés en commission parlementaire. Là, après ça, tu as eu PSPP qui a voulu faire la même chose au Québec avec la gang AGND. L'essence. Tu sais, je veux dire, c'est le contrôle des prix aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est une bonne idée parce que la population est fondamentalement contre et même la population un peu plus à gauche est contre. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose, c'est un feature qu'on n'a pas au Canada. On n'a Non, pas c'est ça, ça. ce feature-là. Non, Parce que non, nous non. autres, t'arrives, tu dis, on va contrôler les prix puis on va amener les grands méchants Oh, c'est parfait, ça, ils mettent corporatistes. les culottes, les Ah ouais. crasseurs. Puis là, tu aurais des articles de journaux, je peux te l'écrire tout de suite. Le gouvernement serre la vis aux abuseurs. Exactement. Alors que, tu sais, c'était super facile à prouver. Je me rappelle quand on avait fait... je pense que la première invitation que j'ai envoyée à PSPP, c'était par rapport à ça. Là. C'est quand ils dénonçaient les épiciers puis leur marge de profit puis tout. Tu sais, tu as eu de l'inflation moyenne pendant 2 ans de 10 à 11 % dans les épiceries. Pendant 2 ans de temps, 11 % d'inflation.
Mais la marge de profit, c'est 4 maximum. Puis là, je pense que c'est plus autour de 3 en fait. Là, mais Ouais. disons 4 pour être vraiment généreux envers PSPP. Fait que même si tu abolis le profit des épiciers, tu es encore à plus 7. Non, Man, ça va, c'est esti. ridicule. On détaille un peu plus le plan dans le magazine Reason. L'analphabétisme économique de Harris. Aujourd'hui, la candidate démocrate à la présidence, Kamala, prévoit de dévoiler une série de propositions politiques, dont une qui offrirait 25 000 d'aide d'acompte aux acheteurs d'une première maison et encore Tellement de plus mauvaises idées, ça. et encore plus aux acheteurs d'une première génération. Aujourd'hui, le marché immobilier a besoin de beaucoup de choses, mais subventionner la demande n'est pas une solution. Mais non, c'est Mais la qui a pire affaire à proposé faire. cette idée niaiseuse-là? Sérieux, Frank. Les gens sont là, le prix est trop élevé. Le prix est trop élevé côté immobilier. Puis aux États-Unis, by the way, c'est moins pire qu'au Canada. Là. Le prix est trop élevé. OK, parfait. Ben, les tatates démocrates arrivent, ils disent on va donner 25 000 au monde, comme ça le prix va être moins élevé. Voyons, Calif. Ça ne te tente pas de te demander pourquoi le prix est trop élevé? Non, mais ça, c'est juste du racolage. Ça, c'est du logo. Là. Ah oui. C'est un chèque. Là. On va vous Offre, donner de l'argent. demande. Non, Si le prix monte, c'est parce qu'il y a un débalancement entre les deux. Ça veut dire que la demande est trop forte par rapport à l'offre. Donc, les prix montent pour s'ajuster. Si tu donnes 25 000 $ aux gens, qu'est-ce qui va arriver? La demande va augmenter. Le prix de l'immobilier va augmenter. Et en plus, c'est ça qu'ils disent un petit peu plus loin. Ils disent le comportement des gens en matière d'achat d'une maison a été radicalement modifié par les taux d'intérêt élevés. Bon, ceux qui, la hausse que la Fed a faite dans les. Tu sais, juste vous dire, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle des hypothèques 30 ans. Leur taux peut être garanti pendant 30 ans. Et les taux d'intérêt sur les hypothèques 30 ans, à un certain moment donné, avaient dépassé 7 Oui, c'est ça. Ce qui était énorme. Là. En septembre prochain, il est probable que la Fed choisira d'entamer un processus de baisse, ce qui aura très probablement, lentement mais au fil du temps, pour effet de stimuler davantage de transactions immobilières. Donc, tu n'as pas besoin d'en rajouter encore parce que Ça va là, se faire tout seul. des informations quelque peu contradictoires ont circulé quant à savoir si la politique de Harris serait orientée vers les acheteurs eux-mêmes ou vers les promoteurs qui construisent des maisons sous forme d'incitation fiscale. Espérons que davantage d'informations sera révélées lors de son discours à la convention, tout ça. On risque de voir. Se concentrer sur le coût de la vie. Jusqu'à présent, bon nombre de propositions de Harris semblent ne pas s'adresser à la création d'emplois promues par Joe Biden, mais plutôt de tenter de réduire le coût de la vie incontrôlable. C'est un bon instinct. Le seul problème, c'est que les propositions d'Harris sont terribles sur ce front et seront aussi impossibles à mettre en œuvre, soit entraîneront des conséquences inattendues qui n'affecteront pas de manière significative les résultats financiers des gens. Elle cherche à plafonner les coûts de l'insuline et autres médicaments pharmaceutiques, Contrôle des prix encore. à restaurer l'expansion du crédit d'impôt pour enfants à l'ère du COVID et à utiliser la loi sur les soins abordables pour réduire le coût de l'assurance maladie. Contrôle des coûts encore. Ça marche pas. Tout cela s'ajoute à sa proposition de sévir contre les profits des épiciers avides. Donc, ce qu'on a parlé juste avant. Alors, c'est capoté. Le contrôle des prix, c'est stupide. Quand quelqu'un vous propose ça, il prouve à tout le monde qu'en économie, il connaît fuck all. C'est pas une question de diplôme. C'est une question de stupidité. Ça a déjà été essayé à plein d'endroits, le contrôle des prix, sur plein d'objets, sur plein de services, sur plein de trucs. Ça n'a jamais fonctionné. Ça a tout le temps créé plus de demande que ça l'a aidé. Ben, l'analogie qui est souvent donnée, puis c'est elle que je reprenais hier dans un post sur X, c'est le contrôle des prix, c'est il fait trop chaud chez vous, tu donnes un coup de poing sur le thermostat. Ben oui. C'est C'est la bonne illustration parce que le prix, c'est la mesure. C'est avec ça qu'on mesure l'équilibre entre l'offre et la demande. Fait que si tu arrives et le prix monte, tu dois comprendre qu'il y a un déséquilibre. Là, la deuxième question que tu dois te poser, est-ce que le déséquilibre provient du côté de l'offre ou provient du côté de la demande? Ben, c'est ça. C'est tout. Puis là, après ça, si tu veux avoir une solution, tu te dis OK, parfait. Là, clairement, l'inflation généralisée qu'on a vécue, ça venait à cause de la demande. Fait que là, tu te dis OK, c'est quoi la solution? Comment on fait pour réduire la demande? On hausse les taux d'intérêt.
Mais le gouvernement là, a été obligé, pas le gouvernement, mais la Banque centrale plutôt, a été obligée d'hausser les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que la demande était trop forte. Pourquoi la demande était trop forte? Parce que les putains de gouvernements tata imprimaient des chèques à n'en plus finir pour stimuler l'économie. On a été obligé d'augmenter les taux d'intérêt parce que nos dépenses fiscales étaient trop élevées. On envoyait trop d'argent à la population qui n'avait pas travaillé pour cet argent-là. Mm. Donc, pour prévenir cette inflation-là qui était gérée du côté du gouvernement, qui était créée en fait du côté du gouvernement, les banques centrales devaient mettre un frein à ça en haussant les taux d'intérêt. C'est les politiciens qui créaient l'inflation. On passait pour des débiles quand on le disait, mais c'était d'une évidence. Envoie des chèques à des gens qui n'ont pas travaillé pour l'avoir, ça ne marchera pas. Tu vas créer de l'inflation. C'est exactement ça qui s'est passé. Puis la Banque centrale a été obligée de monter les taux d'intérêt à cause de ça. Puis là, parce qu'ils se sont calmés le pompon, les banques centrales peuvent commencer à penser à peut-être baisser les taux d'intérêt. Un peu. Parce que ça s'est calmé. Ben, Christie, elle s'en va en campagne électorale, elle a dit on va vous envoyer d'autres chèques. Moi, je suis à la Banque centrale, je me dis voyons, Chris, es-tu folle, elle? Il dit ça commence juste à aller bien, là. Ah non, mais là, les Américains, comme les Canadiens, comme les autres pays du G7, là, puis de l'OCDE, puis de tout ce que vous voulez, ils ont besoin de rigueur fiscale. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ben oui. Ils n'ont pas besoin d'espèces de bizarres qui arrivent. On va faire des sandwichs aux enfants, puis on va payer des sacs à dos, puis on va envoyer des chèques au monde qui veulent des maisons. Puis tout ce que vous faites, si vous allez. En fait, c'est que c'est comme si tu as quelqu'un qui est tu sais, vous savez, les finances publiques, c'est comme si tu as quelqu'un qui est très malade. Là. Puis au lieu que le soigner, là, tu fais juste lui donner des trucs agréables à manger. Puis il y a des crèmes glacées, puis tout. Puis là, tu dis, ah, mais pendant la garde, il a l'air à bien se porter. J'y fais plaisir. Ça y fait... Ouais, mais c'est ça que vous êtes en train de faire. Il y a un problème avec l'immobilier. La seule solution, ou une des seules solutions, c'est enlever du red tape, favoriser la construction, essayer d'en finir le plus possible avec le Not in My Backyard et compagnie. C'est ça les solutions. Exact. Augmenter l'offre. Là, tu as du monde qui arrive et dit ah, ben, regarde, on va vous donner une crème glacée. Voici un programme spécial pour pouvoir acheter votre maison trop chère. Ça va foirer, man. Ça marchera pas, là, votre affaire. Puis là, les gens sont là. Ouais, vous parlez encore des États-Unis. Non, mais. Non, mais c'est le même sujet chez nous, là. Ça fait combien d'années qu'on va vous. Ça va prendre combien de temps avant que vous réalisiez que ce qui se passe au Québec, ça vient de la France, puis ce qui se passe au Canada, ça vient des États-Unis? Je veux dire, le wokisme, c'est pas les Canadiens qui ont inventé ça, là. Non, c'est pas les Canadiens qui ont inventé ça. Mais justement, imprimer de l'argent en innocent, c'est pas les Canadiens qui ont inventé ça. Là. En terminant, tu sais que le bon père de la nation était en vacances pendant l'été. Il lisait des livres, puis mangeait de la poutine, puis tout ça. Ben là, il était sorti de ses vacances. Ça a vraiment pas l'air à faire son affaire. Vraiment pas. Là. T'as-tu vu son affaire avec les millimètres de pluie puis tout? Ben, c'est un peu là que je m'en allais. Fait que là, c'est ça. Il était sorti de ses vacances par des inondations puis une conduite d'eau qui a pété à Montréal. Non, j'en parlerai pas parce que j'ai bien compris que les gens de Montréal ne veulent plus que les non-résidents de l'île parlent de leur sujet. Allez chier! Eux ont une opinion sur tout ce qui se passe ailleurs, mais les autres, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Donc, c'est ça. Saint-Legault est sorti de ses vacances, puis c'est pas... écoute, c'est pas une bonne semaine. Là. C'est vraiment pas une bonne semaine pour lui. Donc, ça a commencé par ça, lors d'un point de presse où il réagissait aux inondations. Juste une question, je veux juste bien comprendre, M. Legault. Vous avez répété plusieurs fois depuis tantôt, je ne pouvais pas aller partout, il y avait des priorités. Fait que votre priorité, vous, c'était la finale de tennis. Bon. C'est tellement fun comme question, ça. Juste une... Hey boy. Méprisant pantoute. Hein? Il est pas habitué, là. Il était habitué d'être en vacances, puis... Les journalistes, pendant la pandémie, ça posait pas beaucoup de questions. Là. Fait que là, on s'en va sur Patreon. Wow, attends un petit peu. Tu as teasé avec l'histoire du millimètre de pluie. Il faut que je la passe. Alors, l'écouter sur Patreon. OK, d'abord. Hey. C'est assez, là, les cheap. Là. Ah! Encore plein de commentaires. Encore plein de commentaires. Ah! Le monde ne comprenne pas le sarcasme, des fois. Hein?